bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des 10 artistes qui ont compté dans ma vie d'artiste. Voilà, c'est parce que c'était eux, parce que c'était moi, vous connaissez le truc. Alors j'ai fait déjà celle sur, on va dire, littéraire, plus ou moins. Et là j'avais envie de parler des artistes parce que il y a pas mal de personnes, des peintres, des photographes, des sculpteurs, etc., qui m'ont influencée depuis que je suis petite. Depuis plutôt le moment où j'ai découvert que je pouvais avoir, on va dire, un coup de cœur, ou en tous les cas un sentiment devant un tableau, une sculpture, etc., ou une photo. Et donc j'avais envie de partager ces gens avec vous parce que je me suis dit que peut-être vous aviez peut-être sûrement les mêmes influences que les miennes, ou peut-être que vous ne connaissiez pas forcément ce domaine-là. Après, honnêtement, ce que je cite, c'est quand même des gens qui sont très connus et qui, enfin, en tous les cas très connus et qui ont beaucoup alors fans non, mais d'admirateurs sur ce coup-là. Voilà. Alors le premier vraiment, je dois avouer, hein, le premier vraiment qui m'est influencé, c'est Pierre Soulages. Voilà, je vous mettrai là, je vous mettrai des œuvres. Un truc de choix. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, ça devait être vers les années 1980. Parce que j'avais un de mes oncles qui recevait beaucoup de magazines d'art. Et dans un des magazines d'art, il y avait en couverture un brou de noix de Soulages. Ou en couverture, ou en quatrième de couverture. Et j'avais trouvé ça très beau. Donc il m'avait montré l'intérieur d'un magazine en me disant voilà c'est lui. Donc personnellement j'ai retenu son nom que quelques années après. Et je dis oh c'est beau. Et il m'a montré des photos qui illustraient des tableaux noirs, comme on connaît l'outre noir de Soulages. Et je lui ai dit oh c'est beau, il y a plein de lumière dedans. Ah oui, bah ça s'améliore pas, hein. Voilà. Donc la bestiole qui met déjà le noir s'est dit oh c'est beau, on peut faire des trucs en noir. Voilà, donc après j'ai viré Noir Corbeau, hein, à cause de la New Wave. Voilà. Bon, merci Monsieur Soulages. Alors il nous a quittés, hein, malheureusement, à plus de 100 ans, donc on a été très heureux de le garder jusqu'à plus de 100 ans. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Premièrement parce qu'il avait une rigueur artistique, il n'a jamais varié. Il est resté droit dans ses bottes. Moi j'aime bien les gens qui restent droits dans leurs bottes. Et qui se font pas avoir par la notoriété ou par l'argent ou par la popularité. Soulages, c'est quelqu'un qui est resté fidèle à lui-même. Il a travaillé, il a toujours travaillé dur, il a toujours travaillé dans son atelier. Il a été fidèle qu'à une seule femme, Colette, hein, on est bien d'accord. Mais c'est quelqu'un qui était droit. Voilà. Alors déjà, je sais pas si vous voyez qui était, mais c'était un pilier de rugby en gros, hein, en mode machin. Et je l'ai vu en vrai. Un tableau, hein, pas Pierre Soulages, j'aurais adoré, mais non, faut pas rêver. J'ai vu un tableau, je devais avoir 15 ans ou 16 ans, au musée Cantigny à Marseille. Il y avait une expo de Soulages. Moi j'attendais mes potes qui étaient dans le lycée pas loin, et donc je suis rentrée dans ce musée parce que c'était gratos l'entrée. Donc je rentre et en fait il y avait un espèce d'énorme, mais alors vraiment énorme tableau de Soulages noir, et je connaissais, donc je me suis assise, il y avait un banc en face. J'ai attendu mes potes et en fait j'ai oublié mes potes. Je suis restée presque 2 heures devant le tableau à étudier chaque particule du truc. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue une fan absolue de Soulages. Et donc, quand il y a eu le musée Rodez qui s'est ouvert, je suis partie comme une damnée à Rodez pour aller voir le musée. J'adore ce musée, j'y suis allée 2 fois. Je suis allée à Montpellier parce qu'il y a aussi le musée Fabre qui a des créations de Soulages. Voilà, je suis allée à l'Expo de Pompidou, à Pompidou, avec mes meilleures amies. Qui, elle, n'a pas compris mon obsession sur, sur ça, mais qui a trouvé quand même que c'était vraiment beau. Voilà, donc je suis vraiment il m'a vraiment influencée sur beaucoup de choses, et c'est quelqu'un, franchement, dont je ne me lasse pas de regarder ses œuvres. Le deuxième que j'ai vu pour la première fois, c'était avec un de mes oncles. C'est Valentin de Boulogne. On était allé à un musée, alors ne me demandez pas lequel musée ou une expo.
ce que je me souviens, c'est qu'il y avait quelques tableaux. Et il y avait un tableau qui était... en fait, c'était une reproduction, enfin, c'était une photo d'un tableau en très très grand. Vous savez, quand ils font des reproductions de tableaux très très grands, qui était le Saint-Jean-Baptiste l'Évangéliste par Valentin de Boulogne, qui est actuellement dans un musée... c'est Ackland Art Museum en Caroline du Nord, à l'université de Caroline du Nord d'ailleurs, j'ai vu en vrai. Et j'ai été subjuguée. Alors, je dois pas être normale, hein, mais j'ai été subjuguée par le garçon, moi. Vous savez, c'est difficile d'être Lisa. Franchement, j'ai été subjuguée par le tableau. Et donc après j'ai commencé à demander qui il était, donc on m'a commencé à me montrer certaines œuvres et je dis ah j'aime beaucoup, on m'a dit putain ça s'améliore pas l'autre. Voilà, il a ce côté un peu bah oui, ombre et lumière, voilà, j'aime bien ce genre de choses, je suis très attirée par ce genre de trucs et je pense que Saint-Jean l'Évangéliste est quand même un de mes tableaux préférés. Il y a eu une expo de Boulogne au Louvre, qui était de la même expo, enfin il se faisait face avec Vermeer. Il y avait tout le monde qui était chez Vermeer. J'avais déjà vu celle-là de l'expo, mais bon, moi Vermeer, enfin c'est un bon poste, hein, il y en a certains, mais bon, j'aime bien Vermeer, c'est très joli Vermeer, hein, on est bien d'accord. Oui, 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 très beau. Mais de l'autre côté, il y avait les deux Boulogne, et donc c'était le combo. Vous aviez un ticket pour les deux. Et moi je suis partie du côté de Boulogne, il n'y avait personne. Mais vraiment, quand je vous dis personne, ces personnes, il n'y avait que moi et les gens qui surveillaient. Et donc le monsieur me dit ah bonjour, j'ai dit bonjour et tout, il y a du monde, il me dit non, vous êtes seul, je dis oh cool. Et donc pendant 1h15, j'ai eu l'expo pratiquement pour moi, parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont arrivées après, mais j'ai eu l'expo, en fait les gens, j'ai eu l'expo pour moi parce que les gens regardaient, passaient, et ils marchaient, ils regardaient, ils partaient. Voilà, et moi je m'arrêtais devant chaque tableau, et j'étais là pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je pense qu'ils ont pensé que j'allais voler un tableau. Parce qu'il y a un monsieur qui arrêtait pas de me regarder, il a dû se dire... Et un surveillant, il devait se dire, elle va me piquer un tableau, cette gourde. Mais non, pas du tout, j'étais... Voilà. Et donc, il y avait le Saint-Jean l'Évangéliste qui avait été prêté par ce musée aux États-Unis, donc à Chapel Hill. Et j'étais... Ah, il est là. J'étais à 2 doigts de l'embarquer. Genre, moi, je l'aime, ce tableau. Voilà. Donc, Valentin de Boulogne. Autre, et vous allez voir... Jeu de la lumière, machin, etc. Caravage. Le Caravage. Voilà. Moi, je dois avouer que le tableau qui me plaît le plus, et que j'ai vu en vrai, qui est dans la chapelle Contarelli à Rome, je me rappelle plus comment il s'appelle l'église, c'est Saint-François, non, Saint-Louis des Français, Saint-Louis... je crois. Bref, à Rome, c'est un tableau qui s'appelle La Vocation de Saint Matthieu. Et je trouve ce tableau d'une beauté... Oui, j'ai un problème avec les seins, oui. Enfin, oui. Non, j'ai un problème... J'adore ce tableau. Je le trouve, mais tellement beau. Mais vraiment, voilà. Une fois, on discutait de peinture, de sculpture avec des potes. Parce que j'ai des amis sculpteurs, peintres, mais j'ai surtout des amis sculpteurs, artistes, quoi. Enfin, en gros, voilà. Oui, bah oui. Pas que des... Je fréquente pas forcément beaucoup de romanciers, mais beaucoup d'artistes. Et un jour, en parlant comme ça, on dit, bon voilà, autour de la table, vous savez, la fameuse discussion où on se dit, bon voilà, t'as les moyens, mais les moyens... voilà, t'as pas de limite pour acquérir un tableau. Quels sont les 2-3 tableaux que tu achèterais? Alors déjà, le premier que j'ai dit, je m'en fous, n'importe quel soulage, même un vitrail. Je tamponne. Il me file un morceau des vitraux de conque, voyons, je suis heureuse. Une pièce qui est tombée par terre, j'en ai rien à carrer. Voilà. Donc j'ai dit un soulage, n'importe lequel, je m'en fous, même un brou de noix ou un petit truc, machin, je m'en tamponne, rien que pour l'avoir, quoi. Voilà. Et après, alors j'adore de Boulogne, etc. Mais je me suis dit non, j'aimerais avoir la vocation de Saint-Matthieu de la Caravage. Et là on m'a dit, ouais bah après tu peux plus rien acheter. Merde. Voilà, donc il y a des tableaux comme ça, vous vous dites, si j'avais ça au mur, punaise des bois, vous voyez, j'ai des faux bonnets, on est bien d'accord derrière moi,
Mais c'est pas du tout des tableaux. Enfin, moi j'aime. Je me marre toute seule quand je vois ce tableau parce que c'était absolument. Enfin, j'aime ce tableau. J'aurais pas mis au mur. Je suis pas débile non plus. Mais c'est pas du tout le genre de tableau qui m'a fait fantasmer. C'est pas un peintre qui m'a nourri en tant qu'artiste. Voilà. Parce que ça, c'est des gens qui m'ont nourri. C'est-à-dire que véritablement, ils m'ont donné une perspective. Ils m'ont apporté quelque chose. Donc ça, Caravage. Ensuite, il y a un sculpteur que j'ai découvert qui s'appelle Alexander Calder. Je vous mettrai là. J'y arriverai jamais. En fait, la première chose que j'ai vue, et alors je crois que vous pouvez le voir actuellement à la Défense à Paris, c'est l'araignée rouge. Voilà. Alors, je crois que ça s'appelle le Grand Stabile Rouge aussi. Donc c'est une œuvre d'art de Calder. J'aime bien les sculpteurs parce qu'ils me fascinent beaucoup, les sculpteurs, parce que je suis une nullité. Alors en peinture, je suis une brêle, ça c'est fait. Voilà. Non, ça c'est fait, oui, ça c'est évident. Mais les sculpteurs, moi je suis étonnée de ce que l'on peut ressentir devant une sculpture où quelquefois on ne comprend pas. Mais vraiment, il y a des. Alors oui, il y a des sculptures où vous comprenez, voilà. Il y a des sculptures où l'artiste fait des choses qui sont très abstraites, et vous êtes devant et vous faites ah, oh que c'est joli. Vous savez pas pourquoi. Vous êtes là, vous savez quoi qu'est-ce qu'il dit. Voilà. Donc ça, il y a des artistes comme ça où vous savez pas. Et Calder, c'est ça. La première fois que j'ai vu des sculptures, je me suis dit mais ça, moi, ça me plaît. Et on m'a regardé bizarrement en me disant mais ah ouais, quel est l'intérêt de faire une araignée rouge? Mais non, mais là tu vois ça, tu vois ça. Alors moi je voyais des trucs et il y a des gens qui voyaient rien. Voilà. Donc si vous êtes du côté de la Défense, allez voir l'araignée rouge de Calder. Si elle y est encore, je pense, je suppose. Vraiment, oui, c'est ça. C'est des gens qui vous font ressentir des trucs, des émotions, ou qui vous font voir quelque chose que vous n'avez pas forcément vu. Après, pas tout le monde voit ça. Moi, je suis pas normale, je dois pas être normale. Ensuite, il y a une dessinatrice qui est aussi une sculptrice que j'aime beaucoup, qui fait des bronzes de danseuses notamment, sur la danse. Elle a une série sur la danse. Alors oui, j'aime beaucoup la danse, le ballet. Elle s'appelle Paige Bradley. Et elle a fait une série sur la danse et notamment les pieds des danseurs. Donc c'est des bronzes ou des dessins, elle fait des dessins aussi. Et elle a fait une série sur la danse et surtout sur les pieds des danseurs qui sont absolument sublimes. Je l'ai découvert assez récemment, enfin récemment, il y a peut-être une bonne 10-15 ans quand même, 10 ans à peu près. Je trouve ça sublimissime, mais vraiment, alors j'aime l'univers de la danse, mais je trouve ces sculptures et ces dessins, moi j'aimerais avoir le quart du talent de la dame, hein, ça c'est sûr. Voilà, je suis très sensible à ça. Au travail sur un point particulier, sur un sujet donné. Moi il y a une sculpture, je vous la mettrai, la sculpture, honnêtement je vous la mettrai donc là. Pareil, hein, si un jour j'ai des sous, j'adorerais avoir ce genre de truc dans la maison. Ah oui, ah si. Voilà. Ensuite, il y a Caspar David Friedrich. Alors oui, c'est encore un peintre allemand. Oui, alors on est au courant. Classicisme, romantisme allemand. Voilà. Oui, Bibi, quoi. Voilà. Et je sais pas, dans une vidéo, je vous l'ai montré, je crois. J'essayerai de retrouver la vidéo. Je crois que j'avais mis ça sur les couleurs ou les peintres, je sais plus, je me rappelle plus. J'aurais dû la sortir. Mais je l'ai peut-être en photo, peut-être que j'essayerai de vous la mettre. Vous mettre les deux. Ce que j'aime le plus chez lui, outre celui qu'on connaît beaucoup, mais mon préféré tableau absolu, c'est l'abbaye dans une forêt de chênes. Que j'ai eu la chance de voir en vrai, parce qu'elle est à la National Gallery à Berlin. C'est, je pense, un de mes tableaux préférés. Elle est d'ailleurs à côté du Moine au bord de la mer, je crois, qui est une pure merveille.
Voilà, c'est vraiment une abbaye un peu, ouais, dans une forêt de chênes, un peu dans le noir. Moi, je l'avais retranscrit, j'avais fait exactement la même chose. Enfin, j'avais le tableau, j'avais fait une copie, en fait, en gros. Alors, mauvaise, hein, Lizzie. Mais qui est pas si mauvaise que ça, en fait. Enfin, qui est pas si moche que ça. Alors, c'est pas la plus difficile à refaire, on est bien d'accord. Mais honnêtement, voilà, c'est encore quelqu'un qui nourrit mon imaginaire et qui nourrit ce côté, alors faussement romantique sur moi, ça marche pas, mais romanesque. Alors, je suis capable d'écrire des histoires d'amour magnifiques à vous faire pleurer dans les chaumières, je vous assure. J'en ai écrit une, vous verrez. Mais honnêtement, Freddy, c'est quand même quelqu'un qui a une sensibilité qui rejaillit à travers sa peinture. Voilà. Vous allez vous dire, elle va citer Bronzino, parce qu'il y a des Bronzino derrière elle. Non, j'ai pas mis Bronzino. Pourtant, Dieu seul sait que c'est quand même le plus beau garçon du monde, hein. Voilà. Mais non, ben oui, il y a des artistes comme ça. On parle de peinture tout à l'heure. J'aurais pu très bien citer Holly and Suzy, qui sont des artistes britanniques récents, hein, modernes, que j'ai connus au début des années 90, qui font des choses dans la nature. Alors les animaux, ils peignent des aquarelles, ils peignent dans la nature, en fait, wild, quoi. Et dans la mer, ils ont fait des séries avec des requins. Ils ont fait en Afrique, en Sibérie, etc. C'est vraiment des choses qui me touchent, mais qui me touchent, mais qui ne me... Là, c'est vraiment des gens qui ont compté dans mon processus artistique. Voilà. Ou à un moment donné, comme Paige Bradley, par exemple, je me suis dit, bah tiens, ouais, tu es pas mauvaise en dessin, tu peux essayer de faire ce genre de truc. Ah, pas à son niveau, on est bien d'accord, pas à son niveau. Mais voilà. Ensuite, alors on va attaquer une passion que enfin si les gens, enfin il y a des gens qui connaissent, mais on attaque véritablement ma deuxième passion après l'écriture. Vraiment. Si je ne vais faire que ça dans la vie demain, vous me dites tu arrêtes d'écrire et de lire, mais tu fais plus que ça, je suis heureuse. Voilà, c'est la photo. Voilà, je fais de la photo depuis que j'ai 7 ans, mais vraiment, enfin vraiment, vraiment, et je retouche pas mes photos, hein. J'ai de l'argentique maintenant parce que plus ou moins on trouve que ça. Bon, on commence à retrouver de l'argentique, du numérique, pardon. On recommence à retrouver de l'argentique, des machins, etc. Mais voilà, j'ai eu très longtemps un labo photo pour développer, donc je pouvais le faire. Maintenant, malheureusement, je n'ai plus cette pièce disponible, donc je ne peux plus le faire. Donc je me suis mis au numérique. Mais il ne se passe pas une journée sans que je fasse pas de photos. D'ailleurs, vous pouvez le voir si vous allez sur Instagram. Toutes les photos que je fais sont mes photos. Et je fais tous les jours une photo ou deux. Alors je le fais pas forcément sur mon portable parce que j'ai un petit Lumix qui est avec un objectif Leica. Et puis j'ai des appareils photo. Puisque j'ai encore mes argentiques qui marchent, mais tous les jours je fais au moins une ou deux photos. Alors pour le plaisir, hein, quelquefois je les garde pas, quelquefois je les garde, mais c'est pour mon plaisir personnel. J'aime faire des photos, j'aime capter le moment, et donc ces photographes là sont véritablement des photographes qui ont plus que compté dans ma vie. Alors le premier, c'est parce que mes grands-parents maternels étaient abonnés à Life magazine. Et donc, forcément, une des premières photos que j'ai vues, c'est ce policier militaire américain qui était en train de fouiller un officier SS, qui avait été capturé en Normandie. Quand je l'ai vu sur le live, j'étais assez jeune, hein, j'ai été subjuguée par la photo. Déjà par la photo, alors par la photo, par les deux principaux, par le soldat qui regarde d'une manière assez arrogante les personnes qui sont autour de lui, qui contraste avec les soldats de son propre camp qui sont arrêtés derrière, qui ont l'air complètement paumés, et il est à la fois arrogant et complètement paumé dans ses yeux aussi, cet officier-là. Et quand j'ai eu à chercher la couverture de Yann, si j'avais pu me payer cette photo de capa, je l'aurais fait.
C'était parfait. Voilà. Mais cette photo est toujours restée dans la tête. Et véritablement, Kappa, c'est un photographe. Alors je sais qu'on le connaît beaucoup pour ses photos du débarquement, etc. Mais il a fait des photos, alors aussi celles d'Espagne, on est bien d'accord. Mais toutes les photos où il a suivi l'armée américaine dans l'avancée de l'armée américaine, etc. Que ça soit en Normandie, les Ardennes, etc. C'est impressionnant. Voilà. Moi, si j'avais dû être un photographe, j'aurais été ce genre de photographe-là. Voilà. En plus, il formait un duo avec Greta Taro qui était assez formidable. Et franchement, c'est des gens qui ont... Ouais, c'est des photographes qui vous imposent des choses. Vous voyez des choses. En fait, ils capturent. Moi, j'aime bien les photographes de guerre ou les photographes de reporters. Parce qu'ils capturent quelque chose et ils vous font ressentir l'ambiance qui était sur le moment. Et je vous dis, j'ai été subjuguée par toutes les pages qu'il y avait. Et d'ailleurs, j'ai un livre à la maison, enfin j'en ai plusieurs de Kappa, mais j'en ai un qui est un peu plus petit, qui est vraiment les photos qu'il a pris vraiment quelques semaines après le débarquement. Et je trouve qu'il capte tout dans ces photos-là. Voilà, il ne se permet pas de juger, il juge pas, il capte le moment, l'instant, le regard, un sentiment qui traverse un regard. C'est de la photo, voilà, c'est juste photo, quoi. Le deuxième qui a influencé, c'est George Roger. Roger, c'est un photographe de guerre aussi. Pareil, je l'ai vu dans Life. Et la photo, ben, je vous la mettrai. C'est en fait, c'est une photo qui a été prise en Égypte en 1941. C'est un bombardier anglais qui avait été abattu. Et ils avaient enterré l'équipage du bombardier anglais, avait été enterré par des soldats allemands. Et donc cette photo-là, c'est en plein milieu du désert de l'Égypte, une tombe avec une inscription en allemand, mais d'un officier, enfin d'un soldat anglais, avec un jeune soldat allemand qui est au garde à vous, et en fait qui paye son respect aux personnes qui sont tombées. En fait, à son ennemi. Mais toute l'admiration se lit sur cette photo-là, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a un respect de soldat à soldat. Voilà, ils ont pris le temps d'enterrer ces gens, de leur mettre une vraie croix avec les vraies inscriptions en prenant leur médaille sûrement militaire, etc. Ils ont pris le temps. Et donc, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un respect dans ces photos-là. Et Roger a fait beaucoup de photos tout le long de sa carrière, mais c'est vraiment celle qui m'avait attiré le regard. Et je m'étais dit que vraiment, il faut avoir un œil pour capter pile poil ce bon moment. Alors même si vous faites plusieurs ébauches, hein, vous avez après des planches contact, hein, mais il y a quand même quelque chose. Voilà, vous captez l'instant et vous le faites. Après que vous ayez fait en rafale sur 4 ou 5, alors à l'époque il n'y avait pas la rafale automatique, hein, mais vous prenez 4 ou 5 ou 6, 10 photos à la suite pour capter un truc, mais il y a quand même votre œil de photographe, il y a quand même un truc que vous avez vu que celui d'à côté là-bas. Voilà. Donc Roger, c'est quand même quelqu'un qui a fait des très belles photos, qui a bourlingué dans le monde entier, sur des zones de guerre aussi, pareil, et qui a été... oui, qui a formé le photographe aussi, que je suis, modeste, hein, mais voilà, qui m'a donné une ouverture sur le monde aussi. Autre photographe qui s'appelle Saul Leiter. Alors c'est un photographe, pareil, je l'ai vu dans Life, qui photographiait beaucoup New York. Et j'avais vu cette série de photos qu'il avait fait de New York sous la neige dans les années 60. C'est des photos des fois un peu floues, qui sont prises à travers une vitre, où il y a de la buée dessus, ou vraiment dans une tempête. Et toute sa série sur la tempête de neige dans les années 60, là, c'est vraiment...
C'est vraiment fascinant parce qu'il arrive à ressortir des... Je rappelle qu'il n'y avait pas de retouche photo... Enfin si, on peut retoucher dans les bacs, hein, mais il n'y avait pas de Photoshop à l'époque, hein, je rappelle. Il arrivait à ressortir des couleurs, par exemple les couleurs des feux de signalisation ou d'un panneau publicitaire ou de quelque chose. Le contraste qu'il mettait... tout était en mouvement mais figé. Oh, bah oui, je sais, c'est un peu... Non mais c'est vrai, tout est... Dans ces photos, tout est en mouvement mais très figé. Voilà. Et vous voyez le mouvement, vous sentez le mouvement, vous pouvez sentir le tourbillon de la neige ou le truc, mais il y a un mouvement. C'est assez impressionnant de la façon dont il avait de faire, qui faisait que vous aviez la possibilité de, oui, de voir ce qu'il donnait, voilà, de sentir la neige, New York, le tourbillon que peut être New York pour les gens qui connaissent, ce truc là qui n'arrête jamais, pratiquement jamais, ou qui arrête jamais en gros, qui est toujours bruyant, grouillant, c'est grouillant New York, c'est voilà, c'est même oppressant avec les buildings, mais c'est grouillant, voilà, tout le temps. Et il arrive très bien à sortir ça, Soul Later. C'est vraiment... voilà, j'ai des petites... j'ai des petits bouquins qui sont comme ça, avec plein de photos dedans. Et des fois, je le sors et je fais... Ah, je suis là. On va pas se faire... Hein. Voilà. Et un autre, donc, qui est un des... Ça fait longtemps que je le connais. Pareil, je l'ai vu dans live pour la première fois. Il s'appelle Steve McCurry. Alors, il commence à être très... Il est très connu. Il a beaucoup d'expos sur son nom maintenant. Il y avait eu une expo à Paris très récemment. Il est connu, très connu pour sa couverture de cette jeune femme afghane en couverture du National Geo avec ses yeux verts incroyables. D'ailleurs, il l'a retrouvé pour faire la photo, le même portrait des années plus tard. Moi, la première fois que j'ai vu des photos de McCurry, c'était des photos, je crois, entre 80 et 81. Enfin, en tous les cas, qui sont peut-être sortis un peu après, mais qui dataient de 81. C'était, il avait suivi les chefs Moudjahidines en Afghanistan pendant la guerre contre l'URSS. Et il y avait une photo où il y avait un des chefs qui parlait aux combattants, et en fait il y avait tout le cérémonial d'un chef de guerre quoi, qui fait son discours avant d'aller combattre, et j'étais fascinée parce que moi je suis pas téméraire du tout, mais j'étais fascinée parce que je me suis dit oh mais moi j'aimerais bien faire ça, et un jour on m'a dit oui mais tu sais c'est une zone de guerre, je fais ah ouais, ah non moi moyen, mais je voulais être photographe de guerre quand j'étais petite, donc il y a quand même cette fascination. Et c'est pour ça que j'aime la photo, c'est qu'il y a la possibilité de faire retranscrire. D'ailleurs, on connaît très bien ces photos de McCurry, où pendant la première guerre du Golfe, il y avait les puits de pétrole qui sautaient, qui étaient en flammes, etc. Il y a un chameau qui passe, ou un dromadaire, je ne me rappelle plus, mais enfin, on voit une caravane qui passe. Voilà. Donc, il a des photos... il a des photos magnifiques. Il a beaucoup travaillé sur les pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Je crois qu'il a fait une série de photos en Syrie, etc. Mais c'est vraiment un photographe qui a une vision incroyable. Tout est... il arrive à faire des photos, on a l'impression que les gens ont posé pour lui, alors que quand vous connaissez un peu la photo, vous savez que c'est pas du tout posé, quoi. Et c'est impressionnant. Vous avez l'impression que c'est des tableaux, ces photos. C'est ce que j'aime d'ailleurs chez McCurry, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours on dirait des tableaux. C'est-à-dire quelqu'un a peint le truc et il a pris la photo du truc. C'est quand même assez impressionnant. Voilà. Donc c'est vraiment des artistes, tous ces artistes-là. Et donc pour les photos, je remercie... parce que c'est des droits réservés à tous les artistes, hein, donc musée, collection privée, Magnum, Agency, etc. Parce que j'ai quand même mis des photos. Mais je remercie, d'ailleurs je mettrai un crédit en bas. Si j'arrive à retrouver tous les crédits, j'essaierai de retrouver tous les crédits, parce que c'est normal de créditer les artistes, je rappelle, hein, c'est pas à vous, ça appartient aux artistes. Et en fait, il y a comment dire, il y a une phrase que Paige Bradley dit,
que j'avais trouvé très joli, qui dit « L'art n'est pas un divertissement, l'art n'est pas un produit de luxe, l'art c'est de la culture ». Voilà, ou c'est la culture selon ce qu'on traduit. Voilà. Elle dit à la fin « C'est vous et moi ». Voilà. L'art c'est la culture et c'est vous et moi. Donc c'est absolument ce que moi je pense de la culture et de l'art en général. Que ça doit pas, c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde parce que tout le monde a le droit à la culture et tout le monde a le droit de ressentir quelque chose devant une œuvre, devant une photo, devant un tableau, devant une sculpture, devant un macramé, devant ce que vous voulez, on s'en fout, devant du crochet, devant moi j'adore la mode, devant des robes, etc. Vous avez le droit de voir ça parce que ça vous nourrit. Voilà. Et moi, tous ces 10 personnes me nourrissent ou m'ont nourri et me nourrissent encore parce qu'ils m'apportent quelque chose. Ils m'apportent une autre façon de voir. Parce que par le biais d'un de leurs travail, que ça soit une photo, une peinture, alors bon, Caravage, hein, on est bien d'accord, de Boulogne, voilà. Mais il y a encore plein de tableaux qu'on voit et qu'on voit avec plaisir tout le temps et que même si vous les avez vus 10 millions de fois, pourquoi on va toujours au musée, on va toujours voir les mêmes tableaux? Parce qu'on les aime, voilà. Et parce que ça nous remplit de quelque chose. Si c'est pour avoir quelque chose uniquement, comme le dit Paige Bradley, uniquement parce que c'est du divertissement et un produit de luxe, vous n'avez rien compris au jeu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les 10 artistes vraiment qui ont compté dans ma vie d'artiste à moi, parce que je rappelle qu'en dehors de... Même si ça fait chier le monde, hein, il y a des gens qui n'aiment pas du tout que je dise et qui me le font comme reproche à chaque fois, mais en dehors de l'auteur que je suis, de la romancière que je suis, il y a une photographe, il y a quelqu'un qui fait du dessin, il y a quelqu'un qui fait de la peinture, bon mal, mais qui fait de la peinture, qui sait coudre, qui sait dessiner, qui sait crocheter. Voilà, et qui fait ce genre de choses parce que ça lui plaît, parce que c'est quelque chose qui l'éclate. Je ne montre pas forcément ce que je fais. Meilleure amie sait ce que je fais, a déjà vu, mais je ne les montre pas forcément parce que c'est pas quelque chose qui est voué à être exposé pour se faire mousser ou pour recevoir des compliments. C'est quelque chose qui est fait pour se nourrir, avancer, réfléchir, donner à soi quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Moi, ça m'est arrivé de faire des dessins de mode et de les donner pour des cadeaux, pour un petit truc. Ça m'est arrivé de faire même d'ailleurs des croquis de mode sur une carte d'anniversaire et de l'envoyer comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. La photo c'est pareil, le dessin c'est pareil, voilà, c'est des choses qui me nourrissent. Alors je continue, je persiste à essayer de peindre. Heureusement qu'ils sont là, hein, parce qu'avec moi, vous n'auriez pas de musée. Hein. Voilà, mais c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, c'est des gens qui m'ont donné, ouvert la vie, et puis qui m'ont challengé des fois quand j'ai vu l'araignée rouge de Calder, je dois avouer que ça vient compris tout. Voilà, mais qui m'ont poussé à aller voir, à aller me renseigner, à aller chercher pourquoi il avait fait ça, et qui m'a donné beaucoup de choses. Voilà, donc merci à ces artistes. Il y en a d'autres, hein, d'autres artistes, mais ceux-là, c'est vraiment des gens qui m'ont extrêmement bien nourri. Voilà, donc qui continuent à me nourrir. Voilà. Et je suis très contente pour ça. Voilà. Donc dites-moi si vous connaissez ces artistes. Quels sont vos artistes à vous? Alors peut-être pas 10, mais quels sont, je sais pas moi, 5-6 artistes où vraiment vous vous dites que vous êtes fan et qui vous ont donné quelque chose. Voilà. Qui vous font qui vous touchent, qui vous donnent quelque chose en échange, qui vous ont apporté, ou qui vous apportent encore un réconfort, une réflexion, qui vous challenge aussi, qui peuvent vous remuer, et que vous comprenez pas, mais mais vous les aimez parce que vous comprenez pas, justement. Voilà, c'est tout l'intérêt de l'art. Voilà, l'art, c'est pas faire l'art pour être vanté soi-même, c'est faire quelque chose pour vanter l'art. C'est juste ça, en vérité, l'art. Quand on fait quelque chose, c'est pas pour ses fins personnelles, en réalité, c'est pour apporter quelque chose. Même minime, même un petit bout là de pierre en bas à droite, bah, vous aurez déjà apporté quelque chose. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, je ne sais pas.
Prochaine vidéo, c'est peut-être la pile à lire de juillet. Pour lesquels je n'ai pas encore tous les livres parce que je vais les acheter au fil, mais je vous mettrai les encarts. Et il y aura le bilan lecture du premier semestre qui suivra. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Ciao, à la prochaine.